Une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise, puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs, puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 22e épisode, nous recevons Jean-Sébastien Michel, fondateur d'Alambica, boutique cocktail d'accessoires, du projet Alcadémie et des sirops canadiens Pro Sirop. Nous discutons de l'industrie de l'alcool d'ici contre l'Ontario, de désobéissance civile en temps de pandémie et de l'avènement des distilleries québécoises. Pour ce faire, voici vos côtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode du balado Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Sébastien Michel de la compagnie Alambica, qui sont fournisseurs de produits et accessoires connexes au monde des bars et des cocktails. Donc, Jean-Sébastien, merci d'être avec nous. Merci les gars. Puis Hamza, merci d'être avec moi pour co-animer. Merci Louis. Super. Donc, sans plus tarder, on aime bien commencer avec une question brise-glace pour apprendre un petit peu à te connaître. On veut connaître Alambica, mais on veut savoir c'est qui l'entrepreneur derrière Alambica, derrière l'entreprise. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, on s'appelle JS? JS, ça te va? Sure. JS, parfait. Quel type de pain es-tu? Donc ça, c'est la question qui tue. Écoute, j'ai pensé à ça. Moi, je vais y aller avec un pain de seigle. Essentiellement parce que c'est assez, je te dirais, je ne veux pas dire austère, mais c'est quelque chose qui est simple, puis qui est goûteux, mais en restant justement vraiment simple. C'est la base des smoke meat aussi que tu peux avoir à Montréal qui me parle. Et surtout, plus important, c'est qu'au final, tu peux prendre ton seigle puis en faire un mash avec, c'est-à-dire de le transformer en bière quand tu mets des bonnes enzymes, des bonnes levures, et si tu le distilles, ça te fait un rye whisky. Donc, la tranche de pain de seigle peut avoir plusieurs vies, peut se réinventer. Bien pensé. Il y a Montréal là-dedans, il y a tout ton côté cocktail, expertise, tout ça. Et j'aime vraiment le pain de seigle. Aussi. c'est comme un peu le underdog de la tablette de pain à l'épicerie. Là. Ouais. Mais moi, je suis toujours satisfait par ça. That's it. I love that. Ben, sans plus tarder, on voulait déjà commencer à savoir un petit peu, c'est quoi Alambica, puis comment tu gagnes ton pain? Alambica, la manière la plus straightforward de le décrire par rapport à moi, c'est que c'est essentiellement un front pour toutes mes vices et hobbies. À un moment donné, j'ai réussi à financer en faisant une business avec. Nice. Essentiellement, ouais, c'est une boutique au départ que j'aurais aimé ça marcher dans la rue, puis voir ça, puis faire comme « c'est quoi? » Puis là, je rentre, puis je suis comme « Oh my God! » Il y a toutes les niaiseries inutiles que j'aime vraiment. Nice. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est devenu surtout lié autour, effectivement, des cocktails, de l'alcool. Mais c'est plusieurs hobbies qui sont connectés. Donc, ma première business, c'est que je déguisais des couteaux. Je faisais des déguisages de couteaux. C'est des couteaux japonais, justement, que tu coupes? Ouais, et donc, c'est la première business que j'ai eue, c'est ça, c'est le déguisage. C'est de l'importation de couteaux. Je faisais ça à un autre endroit. Puis j'ai amené ça avec moi dans mon baluchon, je te dirais, quand j'ai ouvert Alambica. Donc, puis l'aiguisage de couteau, je l'ai fait moi-même les 4 premières années. Puis après ça, j'ai pris un assistant. Donc, il y a le volet couteau japonais, puis de plus en plus des couteaux québécois aussi. On travaille avec des forgerons québécois. Il y a le volet alcool. Au Québec, je trouvais que quand j'ai ouvert il y a une dizaine d'années, tout ce qu'il y avait, c'était toujours autour du vin, tout le temps. C'était tous les noms de boutiques, c'était toujours des jeux de mots sur le vin. Puis ça visait toujours une clientèle de, grosso modo, baby boomer. Et je voulais reframer ça pour une clientèle plus jeune,
Puis pas juste le vin, aussi le cocktail, la bière, les whisky. Puis parce que moi, ça, c'est ce qui m'intéressait. Puis il y avait la clientèle pour, finalement. Puis donc, sinon, il y a même un volet rasage traditionnel. Que moi, ça a été... En fait, avant que j'ai ma première business, qui a été pourquoi j'ai commencé à aiguiser des couteaux, c'est parce que un moment donné, je me rasais avec un gilet à 127 lames, là, puis j'haïssais ça, puis ça m'arrachait la peau. Puis je me suis dit, Chris, y a-t-il une manière de se raser qui n'est pas aussi désagréable? Puis en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur les rasoirs antiques et tout. Je commençais à en acheter, à en restaurer, à m'intéresser à ça, puis à apprendre à aiguiser des rasoirs. C'est juste que c'est vraiment pointu comme skill, puis pas super... pas si utile que ça, finalement. Donc, c'est là que j'ai commencé à aiguiser des couteaux, puis le fil en aiguille. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme un patchwork de ces différentes passions-là, que finalement, il y a d'autres gens qui ont des tripes connexes. Et au final, ce qu'on vend, c'est la version, entre guillemets, améliorée ou plus esthétique, plus artisanale, plus finie, plus agréable de produits du quotidien que tu pourras avoir chez Canadian Tire. T'sais. Fait que des verres, sure, tu peux avoir des verres du Dollarama, mais tu peux avoir des verres que, je veux dire, ils transmettent une émotion. Je veux dire, c'est vraiment agréable de les avoir. Des couteaux que tu peux pas t'empêcher de faire des recettes de Macédoine tellement que tu as envie de couper avec parce que c'est le fun. Moi, je considère que les produits de rasage, c'est comme un bar, en fait. T'sais, j'ai plusieurs huiles, plusieurs savons, blaireaux, rasoirs, puis j'agence les différents comme j'agencerais les saveurs d'un cocktail, si tu veux. Puis dans ta boutique, en ce moment, tu offres tout ça? Ouais. OK. Fait qu'on est surtout connu pour le volet cocktail parce qu'à un moment donné, il faut choisir un angle. Tu peux pas être jack of all trades, t'es pas intéressant. Tu vois, je voulais pas être le labé ou le Zellers. Là. Fait qu'on a décidé de vraiment appuyer sur le champignon sur un aspect en particulier. Et on est devenu connus comme les spécialistes de ça. Et on a un volet professionnel qui est exclusivement là-dessus aussi. Mais la boutique en soi a encore un peu ces volets-là qui est un peu préhistorique. Dans le sens qu'au début, quand j'ai parti le projet, il y avait ces niches-là, mais je ne savais pas s'il y en a une qui allait démarrer plus que les autres. Puis finalement, ça a été le cocktail qui a remporté tout. Mais le reste est toujours là. Puis maintenant, vous faites aussi de la distribution pour des grands noms, tout ça. Tu as parlé de la boutique et tout, mais vous êtes un peu partout sans l'être en même temps. Moi! En fait, ouais, on a... En fait, quand j'étais employé d'un autre commerce avant, il y a une quinzaine d'années, un peu l'ancêtre de la boutique, ça m'avait vraiment marqué que les propriétaires étaient... il leur manquait des leviers, en fait, pour y arriver. Et ces leviers-là, c'était qu'ils n'avaient pas de contrôle vraiment sur les produits qu'ils vendaient. C'est-à-dire que si jamais les fournisseurs avaient plus le stock, puis des clients voulaient, ben ils sont faits. Si jamais le fournisseur décide de rentrer chez Costco puis casser les prix, ben, ton modèle d'affaires est fini. Si jamais un gros client veut des grosses quantités, ben c'est le fournisseur qui te bypass. Puis je voyais à quel point ça faisait pas de sens pour moi comme modèle d'affaires. Donc, dès que j'ai commencé à Alambica, en partant, on a aussi ouvert une compagnie de distribution. Donc, on a approché les maisons au départ pour le cocktail. Il n'y avait rien qui se faisait au Canada. Il y avait une maison de bitter. Fait qu'on a approché des maisons américaines pour les distribuer. Au début, c'était presque un bluff. Là, j'étais tout seul dans ma chambre. Là, puis mon entrepôt, c'était mon salon. Je remercie encore Manon à l'époque d'avoir supporté tout ça. Manon, c'était ma conjointe à l'époque qui m'a beaucoup aidé. Puis qui a toléré que la chambre et le salon soient un entrepôt. Mais c'est ça, écoute, ça fait que le volet distribution a commencé en même temps, mais sous un autre nom. L'idée étant que c'est deux logiques qui sont séparées et que quand tu... Moi, je sais que j'aimais pas acheter nécessairement à un compétiteur qui vend aussi des produits puis tu es pris pour y acheter parce que tu veux ces produits-là. Je trouvais que ça crée une sorte de dissonance cognitive de faire un chèque à ton compétiteur. Fait que j'ai vraiment créé une autre entité avec un nom neutre qui deal avec la compétition d'Alambica, finalement, en leur vendant les produits, mais qui le fait avec un chapeau neutre
et avec des intentions aussi de distributeur de bien faire sa job. Fait qu'Alambica, la distribution, en fait, notre core, c'est vraiment devenu finalement la distribution. Donc, on va vendre à d'autres boutiques à travers le Canada les produits qu'on a trouvés, qu'on a été chercher à droite à gauche, qui font l'identité d'Alambica finalement. Mais donc, on va les distribuer. On va vendre aussi aux bars et aux restaurants. Donc, on a des entrepôts situés en face d'une SAQ Restauration, près du marché Jean Talon. On va vendre en ligne aussi. On a la boutique qui est un peu le flagship. On a ouvert l'Alcadémie, qui est un bar de recherche et développement qui est derrière la boutique, que 3 soirs par semaine, à part quand il y a des catastrophes mondiales, là, 3 soirs par semaine, il est ouvert au grand public pour venir tester et tout. Mais sinon, c'est là qu'on développe des recettes cocktails pour justement des marques, pour des restaurants. Ouais. On s'en sert aussi comme studio. Puis depuis récemment, on a ouvert un autre volet de marketing et communication qui s'appelle Alcove, dont l'objectif est de supporter les distilleries, les marques d'alcool avec nos connaissances, puis nos capacités en termes justement de visuel, de médias sociaux et tout. Ouais. Donc, on travaille avec de plus en plus de distilleries québécoises. Fait en gros, on fait le cocktail de façon presque 360. La seule chose qu'on touche pas du tout, c'est l'alcool. Comme ça nous permet de rester neutre puis de travailler avec les gens qui font l'alcool. Puis parlant de cocktails avec distilleries québécoises, ce qu'on a ici, c'est un projet justement en collaboration avec ces distilleries-là? Oui, ça c'est un offshoot d'un grand projet qu'on a sorti cet été. Donc, on préassemble des cocktails pour des chaînes de restaurants et tout. Puis cet été, qu'on a vu que on voulait faire un projet qui faisait du sens là, vu le contexte. Et j'ai approché 5 amis qui ont des distilleries, puis je leur ai proposé, écoutez, on vous développe un cocktail qui match avec un spiritueux, tant en termes de concept que de goût. Donc, par exemple, avec Distillerie Saint-Laurent, on avait fait un sour à la salicorne. Donc, on avait fait récolter les premières salicornes de l'année. Et en gros, c'est un cocktail que tu fais juste mettre 1 once du Prosecco, 1 once d'eau, puis 2 onces de gin. Tu shakes, tu verses dans ta coupette, puis ça te fait un beau sour avec une mousse bien épaisse. C'est goûteux, c'est vachement bon. C'est stable à température pièce. Donc, fait qu'on a commencé comme ça. Puis finalement, aujourd'hui, on est rendu peut-être avec presque une 25 qu'on a fait pour 7 ou 8 différentes distilleries. Puis là, on a signé aussi avec LVMH pour faire des gros... ouais. Fait qu'on va... Je sais pas à quel point, j'ai pas le droit de scooper rien, là, mais vous devriez voir des beaux produits de la gamme LVMH qui vont avoir leur cocktail assorti au courant de l'été. LVMH, qui est une grande compagnie qui englobe plusieurs brands. C'est Louis Vuitton, Tennessee. Donc, ils ont beaucoup de brands de vodka premium, de whisky, de scotch whisky, une super bonne tequila. Donc, on en a fait un à la tequila Volcan, donc elle est moins connue. Mais ils ont des beaux brands, des cognacs, plein de choses. Nice. Voilà, je vais laisser à la compagnie la chance de faire les releases quand elle sera prête. Mais c'est des super beaux partenariats qui sont pan-canadiens. Donc, pour nous, ça a toujours été important. Alambica, c'est toujours défini comme une compagnie profondément montréalaise et aussi pan-canadienne. Parce que autant que on fait à fond le marché québécois que de se priver du marché des autres provinces ou de ne pas les planifier, c'est se limiter beaucoup, je trouve. Ouais, mais c'est quand même intéressant, tu sais, vraiment, Alambica prend un incroyable job avec toutes les collaborations que vous avez fait antérieurement. Je vous envoie les listes de collaborations qu'on vous trouvez dans le National Geographic, sur Eater Montreal, tu sais, des ressources assez prestigieuses, puis on voit votre nom, vous avez une grande réputation. Et en lisant dans votre parcours, moi, ce qui m'avait beaucoup accroché, c'est le nom Alambica. Et le raisonnement pourquoi. Et c'était tout simplement, dans le A, c'est un parmi des premiers dans la liste de répertoire de la SAQ. Donc, j'ai mis Alambica. Et t'as vraiment un excellent sens, t'as plusieurs idées, mais t'as un excellent sens du détail.
Et parle-moi un peu du niveau management. Comment tu es capable de gérer tous ces différents projets et à rayonner sur tous ces différents projets? Mon truc, c'est la schizophrénie. Non, c'est pas vrai. Désolé pour tous les amis schizophrènes, je voulais pas. Écoute, tu sais, on a tous le cerveau fait différemment. Hein. Puis, j'ai réalisé avec le temps que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le big picture et qui a besoin de ce genre de défis qui se renouvellent et tout. Donc, j'ai eu la chance de m'entourer d'une super belle équipe de gens, comment dire, plus focusés que moi. Donc, d'ailleurs, je les remercie. Mais c'est ça, en fait, c'est trouver justement une équipe qui nous complémente bien. Pour moi, Alambica, puis nos différents volets, c'est un véhicule pour accomplir des choses. Et donc, c'est de s'assurer que les gens à bord soient bien. On n'a jamais, toujours à la hauteur de nos capacités, lésiner sur le confort des employés et tout. Pour moi, on est une équipe qu'il faut qu'on accomplisse des choses. Si on n'est pas drivé, moi, je peux pas fonctionner avec des mercenaires ou des gens qui sont juste là pour, OK, 9 à 5, punch in, punch out. Ouais. Ça marche pas un projet comme ça, puis c'est pas parce que je veux c'est pas une question de travailler à s'arracher le cœur, mais c'est que ça fait une grosse différence au quotidien que les gens soient passionnés. Et là, on a une équipe, une superbe équipe, que tout le monde est passionné, que la pandémie a permis de souder, en fait, aussi beaucoup. Donc, ça facilite beaucoup mon travail au niveau du management. Mais c'est ça. Moi, je suis vraiment plus, je te dirais, un gars, effectivement, à idées, à projets. Et donc, c'est ça, c'est de m'assurer. Des fois, c'est pas tant d'avoir les idées que de savoir les idées que tu vas pas poursuivre. Parce qu'avoir, c'est tirer trop large. Ça fonctionne pas non plus, puis tu veux pas brûler tes troupes. Donc, c'est pour ça. L'idée, c'est d'avoir des idées qui sont des projets qui sont complémentaires, qui se nourrissent entre eux, qui créent une synergie. Puis que là-dedans, il y a des gens dans l'équipe que ces projets-là intéressent, qui ont envie de prendre à cœur, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire leur. Fait qu'eux, ça leur donne une drive. Donc, c'est comme plein de petites business avec plein de petits entrepreneurs qui font avancer leur projet. Puis, moi, je me vois souvent plus comme un coach que comme un boss. Là, OK. Non, vraiment cool. J'aime la dynamique. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que tu as plusieurs projets. Je veux mettre de l'avant, en fait, un projet que nous avons tous accroché, que malheureusement, avec la pandémie, ça a pu diminuer, mais le Alcademy. Oui. Le Alcademy, qui justement, le but, c'est, tu l'as un peu bien formulé, un peu l'école du savoir dans le domaine des spiritueux, ou pour tout débutant qui veut se former pour devenir un peu un bartender du jour au lendemain. On va sur quelques formations, 3 séances que tu as dit, c'était par semaine? Bah, écoute, c'est vrai que tout ça a été un peu remis en question, mais l'Alcadémie, en fait, c'est assez large. Là. Je m'étais beaucoup inspiré du Centre Phi, que je trouve fascinant. Oh, cool. Et j'aime l'aspect multidisciplinaire d'un lieu. Donc, le Centre Phi qui va avoir une superbe salle de spectacle high-tech. Ils ont une cuisine escamotable, que la salle a l'air d'un hall, puis en 5 minutes, c'est une super cuisine avec le volet, justement, des œuvres visuelles, de la réalité virtuelle, la technologie et tout. Donc, j'aimais l'idée d'un espèce de centre Phi avec pas de budget. Mais c'est ça. Fait que, pour moi, encore une fois, c'est d'aborder un sujet qui nous intéresse, les spiritueux, les cocktails, mais avec un autre prisme. Donc, puis au Québec aussi, la seule manière d'être capable de vraiment jouer avec les alcools, c'est d'avoir un permis de bar ou de restaurant. Donc, c'est de trouver une manière de fonctionner. Donc, l'idée de l'Alcadémie, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai permis de bar et tout, ce qui nous permettait de faire 2 jours des cours. J'ai pas voulu le faire en virtuel parce que c'est vraiment... Déjà, c'est pas comme si on manquait de projet, là, mais je voulais aussi laisser la chance à d'autres dont c'est plus leur core business de le faire pendant la pandémie. Mais pour moi, l'aspect transmission de savoir en personne, d'échange,
c'est comme la partie le fun que sinon ça vide de son sens. Je préférais juste ne pas le faire. Donc, oui, il y a ce volet-là court. Avant la pandémie, on avait une prof de cocktail, une spécialiste de rhum, bière de micro, whisky, gin, vin nature. Donc, puis après ça, les cours avançaient au fur et à mesure que il y avait des cohortes qui avaient eu les cours d'introduction. On faisait des cours de plus en plus avancés. Mais c'est juste une partie de l'idée. Donc, un des projets initiaux que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire, justement en train de regarder pour prendre un appartement qui est en haut, au-dessus, c'est de créer un lieu d'échange pour avoir des... ce que je veux faire, c'est faire venir, par exemple, on devait le faire à l'été dernier, un bartender du Japon, on va dire. Donc, on avait été au Japon, on a rencontré des gens, faire venir le bartender du Japon pendant 3 semaines. Et on s'était organisé avec l'ambassade du Japon pour... c'est la ville de Nagasaki puis Montréal sont jumelées à l'international, c'est des villes jumelles. Donc, d'avoir un jardin japonais de semences qui viennent de Nagasaki, faire pousser ici. On avait une amie partenaire qui fait pousser justement des agrumes asiatiques, orientaux. Donc, elle aurait rajouté ce volet-là surtout pour les herbes qui voyagent mal et tout, que ça fait du sens que ça soit poussé ici. Donc, ce bartender-là serait arrivé et avec ses connaissances puis des alcools japonais, mais des ingrédients japonais, mais des alcools d'ici, aurait pu travailler, puis on l'aurait jumelé avec un bartender d'ici, fait des formations, des masterclass où est-ce qu'il peut montrer des techniques qu'ils font là-bas, et organiser ensuite avec un short bus, là, une cueillette de ce qu'on aurait fait pousser d'ingrédients japonais, d'agrumes asiatiques, puis d'encourager un échange de culture comme ça, et donc à chaque année ou 2 fois par année, pour aider la scène montréalaise, en fait, à se renouveler en termes de savoir, pas qu'on soit... Je voudrais pas qu'on devienne intellectuellement consanguin en termes de cocktails. Donc, il y en a quelques-uns qui vont beaucoup plus à l'étranger, d'autres moins. Puis je trouve que d'avoir ce refresh-là, puis à terme, j'aurais aimé ça peut-être trouver même si on est capable de débloquer des budgets ou pour faire des échanges pour aussi envoyer. Ça, ce serait le best, là, un bartender québécois en même temps dans le bar au Japon où est-ce que la personne est. Puis faire des échanges culturels comme ça. C'est un peu calqué sur l'idée des échanges d'étudiants. Oui, exact, c'est mais ça, penser. Avec sans doute moins d'alcool que dans les échanges étudiants. Fait que c'est ça. Puis on fait le 3 soirs semaine, c'est un bar que les gens peuvent rentrer comme si c'est un bar normal. Mais à 11h, ou quand la bartender est tannée, on sac tout le monde dehors, puis on met une liste d'endroits qu'on suggère à aller, ou encore mieux, rentrer chez vous coucher. Fait que c'est ça. Ouais, mais c'est intéressant. Et justement, dans l'académie, il y a aussi ce penchant où il y a une entrée clandestine auquel il faut que tu rentres. Et if I'm wrong, la pensée bien sûr, c'est mauvaise. Non, mais il y en a une, effectivement, de la boutique mais sinon, il y en a une très classique aussi par la rue. C'est un petit clin d'œil, là, celle dans la boutique. OK, mais parfait. Parlons du petit clin d'œil parce que là, je vais entrer dans la section de l'argent du beurre parce que tu as fait des études en sciences politiques, tu es grandement inspiré justement par la prohibition et le Québec a une histoire riche avec la prohibition. Je te laisse en fait expliquer un peu comment la prohibition québécoise t'a inspiré et après on va faire une petite introduction sur les faits historiques pour que ceux qui ne savent pas c'est quoi. Je te laisse. Ben, l'histoire de l'alcool, effectivement dans les différentes provinces ou pays, souvent garde une influence aujourd'hui. Justement, les pays comme les États-Unis qui ont eu une vraie grosse prohibition, ils l'ont rejeté aussi, ça s'est beaucoup libéralisé. Au Québec, il n'y a jamais vraiment eu de prohibition. Et donc, mais il y a toujours eu des contraintes étatiques assez présentes, comme à l'époque la Commission des liqueurs, qui était même la référence va être trop vieille, mais distribution consommateur, là, en gros, c'est un comptoir. En fait, non. Pendant des décennies, la SEQ, c'était exactement comme la SQDC. Tu rentrais, tu avais des bouncers, tu voyais rien. Puis, c'est ça. C'était comme... Tu avais un feel pseudo-criminel là, d'aller acheter de l'alcool. Puis là, ensuite, bon, c'est devenu les magasins qu'on connaît aujourd'hui. Mais les spiritueux sont encore à beaucoup de niveaux
considéré comme l'alcool méchant. Puis ça a été tellement ça pendant la pandémie. On s'en est tellement rendu compte avec justement les bars, non seulement, bon, évidemment, fermaient toujours en premier, mais que ce soit en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans l'État de New York, les restaurants avaient le droit de faire des cocktails pour emporter. Ouais. Mais ici, tu pouvais faire tout pour emporter, sauf les spiritueux. Pour les distilleries du Québec, partout, tu as le droit de, mettons, le bière, le vin et tout, les producteurs peuvent vendre directement à la propriété, puis ils gardent les sous. Mais les spiritueux, quand ils vendent leurs bouteilles à la propriété, il faut qu'ils envoient quand même plus de la moitié de la valeur de la bouteille à la SAQ. Ouais. C'est complètement délirant. Et en fait, les spiritueux ont... c'est comme vraiment rester l'enfant pauvre légal de tout ce milieu-là. Il y a beaucoup moins de droits pour les producteurs de spiritueux, puis tout ce qu'il y a autour de ça. Et ça vient, quant à moi, de justement l'aspect de la prohibition larvée, que ça n'a jamais vraiment changé, dans le sens que c'était vu avec méfiance à l'époque, c'est vu avec méfiance encore aujourd'hui, alors que, je sais pas, les problèmes d'alcool ne sont pas nécessairement liés à des bouteilles de whisky en fût de sauterne, je veux dire, en petite édition et tout, d'un producteur local. Tu peux autant te déconcrisser la figure avec de l'alcool à 5%. Mais c'est ça qu'il disait, en fait. Là, je fais un petit retour historique, c'est quand même assez bien documenté. Avant 1918, il y a eu justement un mouvement pour la prohibition de l'alcool, parce que justement, il y a plusieurs personnes qui disaient que ça incitait des hommes à battre leurs femmes, à ruiner aussi de l'argent de la famille. Donc, il y a un mouvement... Être moins productif. Exactement, ouais, c'est assez très bien documenté. Et après, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il y a eu le retour justement de tous les Français de la guerre, les Français québécois, à revenir au Québec, mais là, il y a eu le vote populaire pour revenir à ce que l'alcool et spiritueux soit approuvé. Et ça a été, je pense, le 18 avril 1919, 19 avril 1918, qu'il y a eu un référendum, que ça a été voté positif. Et c'est là où, justement, il y a eu une montée populaire du Québec, parce que en Ontario, aux États-Unis, il y avait une grande prohibition à cause qu'il y avait une culture protestante, justement. Juste pour pas... Ça peut-être porte à confusion quand tu dis positif, les gens ont voté contre faveur. La prohibition, en faveur de garder l'alcool. Juste pour qu'on soit clair. Merci Louis d'avoir pris ça en toi, je sais pas ce que je ferais, mais oui, c'est ça, juste pour reconfirmer ça. Et ce qui était fou, justement, c'est il y a eu un peu les 10 années glorieuses où il y a énormément de célébrités aux États-Unis qui allaient justement fêter à Montréal, parce que Montréal, oui, c'est une ville de party, mais ça a toujours été une ville de party depuis quand même assez longtemps. Et qu'est-ce qui est venu après aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de contrebande. Le Al Capone, que je pense que vous avez tous regardé dans les familles, ben, le Québec fait une partie intégrale de l'histoire justement de la prohibition américaine. Et justement, je te laisse un peu plus en parler. Comment ça t'a inspiré, toute cette histoire-là? Écoute, j'ai toujours été intéressé par, effectivement, les prohibitions, l'histoire de l'alcool. Le cas de figure de l'absinthe était mon préféré aussi là, pour ce qui est de l'Europe, parce qu'en Europe, en France surtout, c'est l'absinthe qui a écopé, dans le sens que il fallait bien sacrifier quelque chose pour calmer les hygiénistes, puis ceux qui justement, qui avaient fait un homme de paille, avait construit l'alcool comme étant le grand Satan, là, si tu veux. Donc, c'est l'absinthe qui a écopé. Ici, ça n'a pas passé. Et effectivement, ça a permis la création de fortunes assez intéressantes dans le milieu des spiritueux au Québec, qui n'ont rien fait d'illégal. C'est juste que ceux qui achetaient l'alcool, ils traversaient les lignes. Mais c'est mon point de vue personnel, en fait, c'est que je m'intéressais énormément à ça, mais je voulais pas simplement garder ça dans un contexte scolaire ou de recherche et tout. Je préférais, en guillemets, continuer ça n'est prétentieux, là, mais à écrire l'histoire. Donc, continuer à avancer avec des projets et tout, là, pas juste ressasser ce qui se faisait. Mais c'est vrai que c'est super important de s'informer de tout ça, parce que ça en dit beaucoup, en fait, sur comment
la société préconçoit ou conçoit ces psychotropes, c'est les alcools ou les drogues récréatives. Donc, c'est comme tantôt tu mentionnais le protestantisme. Oui, c'est aussi souvent lié à un background, je dirais un trousseau de valeurs qui arrive par la religion, qui arrive par la culture, qui arrive par les différentes influences qui vont faire comment les différentes sociétés vont dealer avec leurs intoxicants favoris, là, parce que toutes les sociétés, grosso modo, en ont. Et c'est essentiellement parce que c'est la chrétienté qui a dominé que c'est l'alcool qui est quand même toléré partout, parce que sinon, si ça avait été l'Empire ottoman qui s'était répandu, on fumerait sans doute du shit, puis on n'aurait pas le droit de boire l'alcool. Hein. Donc, c'est les aléas de l'histoire qui font qu'on a des cultures de l'alcool plus que d'autres intoxicants récréatifs. Ouais, c'est super intéressant. Puis aussi, je fais un lien parce qu'on parle de comment le Québec est différent d'autres endroits. Puis je nous amène un petit peu à discuter de monopole, entre autres, parce que la dynamique ici, comme tu le disais, on a parlé de la Société des liqueurs, la SAQ, qui est bien différente de d'autres endroits où, mettons, nos voisins de l'Ontario qui ont la LCBO, puis un système beaucoup plus explosé qu'ici. Est-ce que ça affecte la façon que tu fais des affaires, que Alambica roule les affaires, d'avoir un système assez rigide où il y a un fournisseur pour l'alcool? Oui, au Québec, ça a quand même beaucoup affecté dans la mesure où c'est la SAQ qui deal les cartes initiales, dans le sens que c'est la SAQ qui impose le terrain de jeu, essentiellement. Donc, des acteurs comme Alambica ou d'autres boutiques de ce type-là, en fait, on s'est formé autour de, entre guillemets, ce qui restait. Dans un univers beaucoup plus, on va dire, libéral, par exemple comme en Europe, où des Alambica seraient cavistes, en fait, puis ils vendraient aussi quelques bébelles autour. Et ça a permis, par la bande, la nécessité est mère de tous les vices, ça a permis par la bande le fait qu'une société d'État, que le gouvernement s'arroge la vente de tous les alcools, que pour des gens qui s'intéressaient à ça, ce qui reste, c'est l'accessorisation. Fait que ça a permis, au final, de faire de l'accessoriste d'alcool un métier en soi, puis une qualification en soi, alors que dans plein d'autres pays, ça ne l'est pas. Parce que personne ne va juste vendre des bébelles, ils vont vendre l'alcool avec, c'est bien plus intéressant. Donc, cette contrainte-là a eu un effet, quant à moi, positif pour, je te dirais, la structuration de la spécialité que je fais. Mais aussi, parce que moi, j'ai décidé que je le voyais positivement, en fait. Là, je pourrais comme sacrer, puis pourquoi j'ai pas le droit de vendre de whisky? Mais je me dis que ça me force à mieux faire le reste. Après ça, c'est sûr que la SAQ est une force, je veux dire, c'est toujours l'éléphant dans la pièce pour toutes mon Dieu, c'est pas tant pour moi ce que je fais que mes homologues qui ont des distilleries ou qui font de la production d'alcool ou qui font de l'importation, dealer avec la SAQ ou les autres agences gouvernementales comme la RACJ, donc la Régie des alcools, courses et jeux. D'ailleurs, l'alcool est mis avec les courses et les jeux. Aussi, on est dans une logique du vice. Du vice, exactement, qu'il faut absolument restreindre. Mais en même temps, tu vois, la SAQ aujourd'hui va vendre des sans-alcool. Donc, mais en même temps, je les comprends parce que c'est pas facile. Il faut qu'ils se gèrent comme une société privée quand même. Là. Donc, il faut qu'ils fassent des profits, qu'ils ramènent. Mais je veux dire, ils peuvent pas tant se renouveler que ça parce qu'ils ont techniquement pas accès à tant de leviers. Donc, à chaque 10 ans, la SAQ a essayé de... Ils ont commencé à vendre des cigares. Là, ils se sont fait rentrer dedans par la santé publique, ça se fait pas. Pendant... Ah ouais, j'ai manqué ce bout-là. Peut-être que j'étais trop jeune. Oh oui, non. Mais tu vois, il y a une époque... ils ont essayé de vendre, je pense, des fromages. Ça a duré 24 heures. Parce que là, c'est comme... Mais en même temps, c'est super logique. Tu arrives, tu achètes ton vin, tu achètes ton fromage.
Mais en même temps, c'est oui, après ça, tu achètes ton pain, ça serait logique aussi. Ça serait logique aussi une station-service, ça serait logique. Mais là, à un moment donné, c'est parce que ça finit plus. Là. Donc, c'est où tracer la ligne. Fait que si la ligne est claire que la SAQ ne fait que l'alcool, ben, ça a le mérite que ça permet de créer des spécialités autour tant que la SAQ ne bouge pas trop la ligne tout le temps. Parce que s'il commence à trop bouger la ligne tout le temps, mettons que la SAQ commençait à rentrer des verres, puis des bitters, puis des sirops, ben moi, tout ce que j'ai construit depuis 10 ans s'écroule, parce que tu peux pas te battre contre la SAQ. Donc, c'est toujours être comme construire... C'est construire ta maison bien du volcan, tu sais. Ça te garde au chaud, mais à un moment donné, tu sais pas. C'est ça. Donc, mais tu sais, c'est plein de gens super brillants et intéressants qui travaillent à la SAQ aussi. C'est une force, c'est la plus grande force d'achat, je pense. Une des plus grandes forces d'achat. C'est un savoir centralisé. Donc, je veux dire, c'est un cas de figure intéressant. Tant que je te dirais que c'est des personnes qui veulent apprendre, ceux qui dirigent ça, qui veulent s'impliquer, connaître l'environnement dans lequel ils évoluent, puis qui font des choix informés pour le bien général, je te dirais, du développement du Québec et tout. Ouais, c'est un modèle comme un autre. Puis toi, tu as parlé de gestion privée, gérée comme une compagnie privée. Est-ce que la privatisation, soit en partie ou même en entier, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai un volet très, je vais dire, du conservatisme classique, là, dans le sens qu'il faut toujours faire très attention aux externalités quand on fait des grands changements. Je suis vraiment pas un radical. Parce que souvent, on va vouloir changer les choses parce qu'on va juste s'imaginer le gain au bout, que c'est la seule partie qu'on voit, mais on se met des œillères puis on voit pas tout le foutoir que ça peut créer à plein d'autres domaines. Donc, défaire la SAQ, je pense que c'est tout à fait normal et honorable d'avoir le débat. Après ça, faut s'assurer de la colonne des pros puis des contre. Et à ce stade-ci, c'est complexe. Puis j'ai pas d'animosité, moi, envers la SAQ, honnêtement. C'est juste, c'est un gros bateau qui voit pas toujours, en fait, les petites embarcations à côté. Puis c'est plus la nature et la taille qui parfois peuvent lui rendre, on va dire... je veux dire, pas dangereux, là, mais qui peuvent porter préjudice à d'autres petits acteurs. Mais je pense que c'est jamais fait par mauvaise intention. C'est juste qu'ils sont comme tellement gros, puis ils ont le cap sur générer des revenus. En fait, c'est que je connais pas trop leur mandat social à part générer des revenus. C'est un peu ça aussi. Donc, mais écoute, c'est un véhicule puissant puis potentiellement intéressant. Après ça, c'est que la société puis que l'État en fasse le mieux avec. Puis si à un moment donné, ils réalisent si collectivement on réalise qu'on veut plus ça comme véhicule, ben, c'est de faire des choix, mais j'ai pas de parti pris vraiment, pour être honnête. OK. Puis si on prend des exemples comme Nicolas Duvernois, par exemple, qui maintenant est bon ami de la SAQ, puis j'imagine en parlant bien, avec tous les produits qui sont passés à travers. Mais il parlait dans ses premières présentations du défi il n'y a quasiment pas eu de pure vodka à la SAQ. À cause que, naturellement, ça passe par un petit groupe de gens ou quoi que ce soit. Puis est-ce que ça t'inquiète, ça? Peut-être que ce soit un frein, peut-être plus maintenant, grâce à certaines personnes qui ont pavé le chemin, dont lui, mais que potentiellement, on n'aurait pas eu toutes ces belles distilleries québécoises, tout ça, parce que tout était dans les mains d'une seule organisation. Ben... Écoute, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, essentiellement, moi, je sais qu'il y a des canaux ouverts vraiment entre la SAQ et les distilleries du Québec. Puis de plus en plus, il y a ce désir-là de communication. Ça reste super nouveau au final. Hein, mon drink qui remonte. Ça reste super nouveau au final. Puis je les comprends. Je veux dire, ça vient d'arriver, les distilleries. Je me rappelle la première distillerie qui a fait un produit, on va dire, de dégustation comme on l'entend aujourd'hui. C'est les Subversifs en
2013. Puis donc, on s'était appelé à l'époque parce que j'avais trippé sur ce qu'ils faisaient. Eux, ils avaient découvert la boutique aussi. Puis, tu sais, on démarre avec ça. Après ça, il y a eu une espèce de petit lot avec les Circa 1769 qui ont émergé. Puis depuis, ça c'est 2014-2015. Puis depuis, ça, je veux dire, je suis là-dedans jusqu'aux oreilles, mais moi, j'arrive des fois pas à suivre. Là. Donc, c'est vraiment chouette de voir toute cette vie-là. Mais en même temps, tu sais, de par définition, un gros bateau comme la SAQ, c'est pas facile de se tourner de bord. Ils doivent gérer un paquet de choses. La même personne doit être au fait pour beaucoup de choses. Puis, il ne faut pas oublier que ça reste aussi souvent des hauts fonctionnaires qui viennent qui sont des gens très brillants, mais qui viennent de milieux qui ne sont pas l'alcool. Mais ça, c'est une logique qui n'appartient pas à la SAQ, que ce soit Hydro-Québec, soit n'importe où. C'est souvent des gens qui viennent de haut placés dans le privé. Je sais pas, là, une grande chaîne pharmaceutique ou je ne sais trop. Puis la personne arrive, puis bon, elle fait qu'elle a des connaissances de gestion poussées et tout, mais elle ne va pas nécessairement connaître le produit qu'elle doit gérer. Et ça, c'est... Donc, moi, tant que les gens, que ce soit à la SAQ, dans les différentes institutions comme ça, sont conscients de leur blind sides, là, qui sont conscients des informations qui leur manquent puis qui vont les chercher dans la communauté qui la vit, ben, c'est encore une fois, moi, c'est correct. Puis je te dirais, ça va s'améliorer avec entre la SAQ puis ce qui est nouveau. Donc, comme je vous dis, ça fait juste 5 ans, en fait, que les distilleries, ça commence vraiment à enlever, puis ça fait juste peut-être 2-3 ans là, que ça bouillonne et tout. Mais là, c'est fou, là. C'est 20% des ventes de spiritueux, c'est des distilleries québécoises. Là. C'est énorme. Donc, versus un minime pourcentage, j'imagine, il y a quelques années. Ben, versus 0. 0. Donc, ils sont très présents. Et donc, à un moment donné, c'est ça, c'est les distilleries ont fait leur travail, ont fait des beaux produits. Les Québécois ont répondu à l'appel, achètent. Donc, à un moment donné, comme on dit souvent, acheter, c'est voter. Puis les Québécois sont très, très, très sensibles à l'achat local pour les spiritueux. Là. C'est vraiment impressionnant. Donc, fait que c'est, à un moment donné, ça devient un incontournable. Puis la SAQ, en tant que gestionnaire avisé, ben, on prend note, puis ça s'assure, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent sur un 10 ans. C'est de par la nature de la taille de la bête. Intéressant. Puis je t'amène tranquillement dans la section du pain sur la planche, ce qui reste du travail. C'est pas fini. Puis un des sujets qu'on voulait discuter, ben malheureusement, c'est encore le gouvernement du Québec qui est dans la mire ici. Parce qu'on n'a pas parlé encore, mais pendant la crise de la COVID, un des grands oubliés, là, parmi les grands oubliés, c'était les bars. Le domaine, justement, qui produit les cocktails, qui s'occupe de la nightlife, si tu peux. Puis, ça a pris même jusqu'à très longtemps. Il y a eu une association, justement, qui s'est créée, un petit peu des bars. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Est-ce que tu t'es senti oublié, toi aussi, dans toute cette situation? Je te dirais... Moi, je demande juste à ce que le gouvernement me nuise pas. Je demande pas vraiment d'aide. Je veux dire, moi, ce que je fais, la vente au détail, le support et tout, c'est sûr que ça a été vraiment, vraiment pas facile, mais on s'est organisé. On a réduit la taille de l'équipe, puis on a changé de projet et tout. Par contre, pour la restauration et les bars surtout, je suis tout à fait d'accord que ça a été critique. C'est pas pour rien que la nouvelle Association des bars du Québec a remporté Organisation de l'année au Laurier, au Gala des Lauriers de la gastronomie. Pierre Thibault, qui est le président, a fait, selon moi, un super travail dès le départ au printemps.
moi, il y avait mon appui à 100%. C'est ça prend un groupe, que ce soit des restaurants, que ce soit des bars, que ce soit n'importe qui. Là. Il faut que tu puisses, les distilleries, il faut que tu puisses parler d'une voix organisée. Sinon, c'est trop facile pour n'importe quel législateur de dire ben, organisez-vous entre vous, là, puis quand vous saurez ce que vous voulez, là, vous nous rappellerez. T'sais. Donc, puis ça, tu n'as pas le choix d'avoir cette force-là unie. C'est-tu un peu ce qui s'est passé au début? Genre, ils ont pris tout parce qu'ils n'étaient pas assez organisés? Écoute, mais tu paies toujours quand t'es pas organisé. Tu peux pas... Je veux dire, l'État veut un interlocuteur, un interlocuteur. Il n'en veut pas 50. Fait que si t'as beau gueuler et tout, si l'État peut pas s'adresser à un interlocuteur qui représente, ça avancera à peu près jamais. Là. Donc, la nouvelle association des bars du Québec, je leur jette mon chapeau parce que c'est hyper ingrat. Là. Je veux dire, ceux qui ont ça, qui ont parti, il faut quand même qu'ils gèrent leur propre quotidien, qu'ils gèrent leur bar et tout. Puis en plus, se sont rajoutés cette tâche-là. Sortir dans les médias, s'assurer de ne pas faire de bourde non plus, puis d'y aller avec des stratégies, puis être logique. Et c'était hyper nécessaire parce que sinon, les autres associations qu'il y a sont beaucoup trop larges. Et en fait, représentent surtout les grandes chaînes de restauration qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les petits bars de quartier. T'sais. Donc, et comme on disait, il y a en partant un préjudice envers les bars. Donc, le gouvernement, en début de pandémie, quand on lisait les publications qu'il faisait, c'est comme si M. Legault puis les décideurs, leur vision d'un bar, c'est une petite salle enfumée avec des machines à sous puis 3 moteurs qui dealent de la coke au fond. Là. C'était comme essentiellement ça. Vous voyez des trucs débiles comme si tu as un permis de bar, tu peux pas, par exemple, il peut pas y avoir de mineurs. Ça change un peu pour les terrasses maintenant, mais sous aucune considération. Mais ça voulait dire, il y a des endroits... Il y a plein de bars maintenant, c'est des restaurants ou c'est des endroits très, très conviviaux qui ferment relativement tôt. Mais tu peux pas même pas avoir un enfant qui va traverser ta salle pour aller faire pipi. C'est déjà arrivé à un ami qui a un magnifique grand bar. Là, ça, c'est juste un jeu de permis. Ça aurait pu être un restaurant exactement avec le même concept et tout. Mais c'est ça, il y avait juste la dame qui voulait aller faire pipi à son enfant pendant qu'elle attendait l'autobus. Il y a eu une descente, puis grosse amende, puis tout ce que tu veux. Oh my God. Donc, il y a des trucs, pour moi, c'est complètement arriéré. Puis surtout que dans d'autres provinces, c'est pas comme ça. Ici, on a vraiment tendance à s'auto-pollure de bananiser avec ça. Mais ça va aussi, je pense, le même principe que pour la SQDC. Ici, ils ont passé le minimum d'âge à 21 ans au lieu de 18. On est la seule province qui n'a pas le droit de faire pousser des plants de cannabis. Il y a vraiment un paternalisme d'État autour de ces vices-là qui sont... Pour moi, il y a un aspect un peu générationnel aussi, là, que c'est je te dirais, les plaisirs d'une génération un peu plus jeune que eux comprennent pas. Est-ce que tu fais des liens... excuse. Non, mais non, vas-y, pose la question, parce que je vais me poser ma question. Ben, dans le fond, j'allais dire, est-ce que tu fais des liens un petit peu avec la prohibition, cette mentalité-là qui est encore là, tu sais? Malgré qu'on était plus lousse à cette époque-là, on était quand même... T'es arrivé avec la Société des liqueurs, tout ça, assez rapidement, la commission. Je te dirais, oui, dans le sens que c'est des résultats, dans les deux cas, d'une mentalité assez conservatrice, qui a évolué beaucoup. Mais la prohibition n'est pas une cause, c'est vraiment juste un effet d'un état d'esprit qui est encore présent. T'sais. Donc, après ça, de creuser dans les sources vraiment collectives de ce conservatisme-là, j'ai pas les réponses. Puis chaque pays a ses variantes de ça. T'sais. On se plaindra pas non plus. Là, je veux dire, aux États-Unis, je préfère 1000 fois qu'il y a un conservatisme sur l'alcool et le cannabis que sur l'avortement ou des choses comme ça. Tu sais. Ouais. Donc, qu'on se compare, on se console. Mais reste que c'est des préjudices, des préjugés, des préjudices envers une catégorie qui sont pas du tout
nécessaire, surtout quand on voit qui sont les distillateurs, quand on voit l'industrie du bar, surtout avec, je vais parler de ce que je connais parce qu'avant ça, j'étais moins présent, mais surtout depuis que le cocktail artisanal est arrivé, les gars, les filles, déjà, c'est un milieu très égalitaire en termes de genre. Là. Il y a autant de... Je te dirais, s'il fallait que je nomme des top bartenders, j'aurais sans doute plus de femmes que d'hommes là, à Montréal. Donc, c'est très progressiste à ce niveau-là. Ce sont plus des geeks passionnés que des criminels. C'est vraiment crime, quand t'es barman, t'es un peu aussi un scientifique. Non, mais complètement. Mais tu sais, moi je dis souvent, c'est une forme de gastronomie. C'est de la gastronomie liquide. Ouais. Dans le sens que le cocktail, si tu as une idée d'un accord de saveur, la manière la plus straightforward de le tester, c'est dans un cocktail. C'est en mélangeant des liquides. T'sais, au lieu de faire un test avec un bœuf stroganoff qui va te prendre 7 heures, là, puis t'invites des confits, finalement c'est dégueulasse. Un cocktail, tu peux faire j'essaye ça avec ça marche, c'est bon, ou c'est pas bon, t'ajustes, ou s'il arrive vraiment pas. Personne va savoir que exactement. Au bureau, je pense que j'ai une plante qui est comme à moitié nourrie par des cocktails ratés. Mais c'est ça, donc c'est très créatif. Puis justement, c'est quelque chose qui est encouragé aussi, cette créativité-là, par les distilleries, mais aussi les marques d'alcool, les majors avant, avec toutes les compétitions. C'est des gens qui sont invités souvent à l'international par les groupes au Campari, ou justement, ils gagnent les compétitions, ça les fait voyager, ils arrivent avec des connaissances. Fait que c'est complètement l'inverse d'une espèce de salle sombre et miteuse avec des... Non, c'est des gens qui sont ouverts sur le monde, c'est des gens qui veulent faire rayonner en même temps une culture québécoise. Puis, pour moi, la scène de la restauration montréalaise pourrait quasiment être à l'UNESCO, tellement que on va dans les autres villes, puis c'est chouette, là, j'aime ça, aller à Chicago, aller un peu partout. Mais... quand j'y repense, comme, qu'est-ce qu'on est bien chez nous aussi. Je veux dire, on a comme zéro rien à envier sur la scène de la restauration. Et le bar, c'est un peu le corollaire de ça, qu'avec une scène de bar vivante, forte, une super scène de la restauration, c'est bon. Là, pour moi, ça fait genre 30% de la job de pourquoi Montréal est une super ville. Là, puis 30%, je lowball vraiment, là, parce que c'est pas mal plus que ça pour moi. Mais fait qu'au contraire, on a comme un espèce de joyau qu'on pourrait encourager, aider, surtout que les bars sont le traducteur entre le distillateur et le public. C'est pas pour rien que les grosses compagnies d'alcool injectent beaucoup d'argent à séduire les bartenders et tout, parce que c'est eux qui mettent en valeur le produit, c'est eux qui vont le faire découvrir à des clients dans des contextes, dans des cocktails, dans des environnements qui donnent envie après ça d'aller s'acheter la bouteille. Donc, il y a vraiment une synergie entre le bar à cocktail et les distilleries. Puis plus il va y avoir des distilleries, plus ça prend des bartenders allumés. Et c'est sûr que si l'État voit au lieu que ce soit des lieux de découverte puis d'échange, mais comme des lieux de perdition, ben, il manque le bateau, là, puis ça aide personne. Ouais, et je voulais te poser une autre question. Tu as parlé justement de l'impact générationnel. Et là, justement, avec la pandémie, les bars en ont extrêmement souffert, mais aussi juste la culture, souvent la nouvelle génération. Tu sais, maintenant, on prend un White Claw, on va dans un parc. On prend la Four Loko. Et pour ceux justement qui ont ce côté un peu plus vintage, à apprécier un bon vieux whisky, etc., est-ce que tu penses que c'est un danger, justement, pour les bars après la pandémie, où la popularité d'avoir une expérience immersive avec le cocktail et connaît une baisse de popularité pour un petit drink facile que tu trouves dans un petit couche-tard? Écoute, il y a une semaine, je t'aurais dit, il n'y en a pas de danger. Mais quand je me promenais le vendredi de la réouverture et tout, t'avais pas tant de monde que ça sur les terrasses au final. Je m'attendais à des line-up, C'était assez facile d'aller sur une terrasse, là. Mais les parcs étaient effectivement remplis de white, là. Donc, c'est... En même temps, je pense qu'il y a aussi l'aspect contextuel où est-ce que les gens voulaient fêter en groupe,
Puis ça, tu peux pas faire ça sur une terrasse. Il y a juste la mairesse qui s'est fait pogner. Mais fait que de célébrer ça en groupe, effectivement, le parc était le seul endroit où les gens pouvaient. Fait que, et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que autant les établissements avaient hâte de revoir la clientèle. Je veux dire, si c'était fait rincer aller-retour la première semaine avec des gens impatients d'être servis, de vouloir s'asseoir et tout. Parce qu'il y a ça aussi, peut-être aussi que les gens se sont dit, bon là, ça va tellement être bondé les terrasses qu'on va aller dans les parcs. Mais là, tout le monde s'est dit ça. Ouais. Fait que je pense qu'il y a des facteurs multiples qui peuvent expliquer aussi pourquoi les parcs et le White Claw sont... mais le White Claw, c'est un phénomène de société. Là. Ouais, c'est fou. Cette année, mais tu vois, après ça, c'est... Je veux dire, encore une fois, c'est aux producteurs d'ici de faire des choses intéressantes, puis à la clientèle locale de s'y intéresser. Mais je pense qu'il y a 24 nouveaux prêts-à-boire, dont beaucoup sont des seltzers. Justement, là, on en a ramassé de nos amis de chez Hochelag pour le bureau récemment, puis de Blue Pearl. Nice. C'est super bon. Puis je comprends, tu sais, l'attrait... Je pense qu'on est dans un retour de balancier où est-ce que la simplicité a vraiment son attrait. Donc, il y a 10 ans, 15 ans, le cocktail, ce qu'on aimait, c'était justement un peu le côté alchimiste, d'avoir tous ces trucs, puis que tu assembles tout, puis... Mais bon, tu reçois la maison avec ça, tu viens de passer comme 17 minutes à faire un drink que ton invité boit en 8 secondes. On aime se faciliter la vie aussi. T'sais. Fait il va y avoir les deux. Puis je suis pas inquiet là, que il n'y a rien qui peut équivaloir l'ambiance d'un restaurant ou d'un bar. Ouais. On va reprendre les habitudes, mais en mieux. Puis de toute façon, comme je vous dis, moi, c'est pas plus mal si ça permet au bar et au resto de se roder. Après ça, c'est sûr qu'il faut que les gens soient au rendez-vous. Mais bon, au final, il ne faut pas oublier qu'on est au Québec, puis rendu en octobre, ce sera même plus un choix. On va faire fret que le calice et on va aller dans les bars. Et l'été, ça va être la jungle, comme c'est à Montréal à chaque année, on l'espère. Yes. Ben, surtout s'ils continuent à gagner, ces cons-là. Ouais. Oh. Donc, je pense qu'évidemment, c'était une discussion que on peut consommer des heures avec plusieurs verres d'alcool. L'invitation est ouverte. Mais je te poserai la question finale, après tout ce qu'on a discuté. Est-ce que tu penses que maintenant, aujourd'hui, en 2021, que le Québec est né pour un gros pain? On se donne de plus en plus les moyens pour. Puis, moi, je trouve ça encourageant. Justement, vous en êtes la preuve. Là. Il y a vous êtes une boulangerie 2.0. Vous faites lever les pains économiques. Mais oui, je pense que en fait, le Québec, là, je vais faire un peu de la sociopop, là, mais me donne souvent l'impression de pas nécessairement être un trendsetter, mais on est vraiment fort pour rattraper puis dépasser. Puis, dans mon petit milieu, justement du cocktail et tout, le cocktail, c'était il n'y avait rien ici, là, justement, il y a 10 ans. Puis quand on essayait de distribuer à des épiceries fines et tout, des ingrédients cocktail en 2014, les gens riaient de nous, là, je veux dire, puis plus ça avançait, au contraire, il y avait de l'engouement. Et là, tu sais, dans les autres provinces, des distilleries, il y en a depuis un petit moment. Mais ici, je veux dire, quand on a commencé à en faire, je veux dire, ça pousse à une vitesse folle. Donc, on est très, très fort pour ça. Puis, je pense qu'on a eu, pour avoir quand même voyagé pas mal au Canada avant que le virus hit the fan, le Québec a justement une vitesse de progression qui est très rapide, qui est très intéressante, se remet en question, fait des avancées. Puis là, on est juste à la pointe de l'iceberg parce que quand toutes les distilleries clés vont pouvoir sortir en approvisionnement continu leur whisky, moi, c'est une des raisons, un des éléments qui me réconcilie le plus avec le fait qu'éventuellement je vais faire de l'arthrite puis que je vais être tout croche, c'est qu'il va y avoir des excellents spiritueux vieillis au Québec
qui vont avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Tu sais. Donc, fait que de vivre, de vieillir dans une société qui s'est dotée de bons alcools identitaires qui valent la peine. Moi, je suis prêt à... Je pense que c'est excellent pour manger avec son gros pain. Là. Nice one. Bien fini, j'adore ça. Puis une petite tradition qu'on a à chaque épisode. Shooter! Non, Non, après. Mais dans le fond, on veut te laisser l'occasion un petit peu, là, si tu veux. Regarder la caméra juste ici. C'est ton moment de gloire. Si tu veux nous parler une dernière fois de c'est quoi Alambica, faire ton petit pitch. Puis aussi où on peut retrouver ensuite JS, mais aussi Alambica. Ben, Alambica, c'est un lieu de perdition que je vous recommande absolument pas. Et donc, c'est un magasin de jouets pour les grands qui s'intéressent aux bons alcools et à bien manger. Et donc, c'est au 6484 Saint-Laurent. Donc, ça, c'est la boutique physique avec le bar à l'arrière, avec l'entrée sur Beaubien. On a un site web qui livre partout au Canada. On est toujours en train de se renouveler. On travaille en collaboration avec On travaille avec des verriers québécois, en fait, avec des ébénistes, avec des forgerons. On travaille avec 6 ou 7 forgerons. On crée des éditions spéciales, un peu tout. On travaille avec des verriers super intéressants. On est très près d'une marque française qui s'appelle Liman. Et donc, ce sont les plus grands fournisseurs de verres de champagne. Donc, ils sont basés en Champagne. Et vont faire des verres incroyables pour les 3 étoiles Michelin, tout ça. Puis ils sont venus à Montréal plusieurs fois. Puis on les sortait, puis ils tripaient et tout. Et en février, pas dernier, de l'année précédente, j'ouvre le catalogue et ils avaient fait une magnifique coupe à cocktail. C'est la première coupe à cocktail qu'ils avaient faite. Et ils l'ont appelée la Coupe Montréal, en l'honneur de visite qu'ils faisaient ici. Donc, c'est un peu une espèce de petit musée de choses utiles. Utiles. Mais voilà. Juste dépenser votre argent parce que... Écoutez, l'argent que vous dépensez chez nous, on le réinvestit dans des bouteilles de distillerie du Québec. Donc, on fait rouler l'économie avec vous. Voilà. Win-win. Nice. Ben, c'est pas mal ce qui conclut cet épisode de Né pour un gros pain. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous suivre, on est sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. C'est Né pour un gros pain. Puis, on est aussi en format vidéo pour ceux qui s'intéressent sur YouTube. On est aussi en format bar, donc si vous nous trouvez dans un bar, vous soyez pas gêné à nous parler. Je pense que avec JS, du choix, là. Voilà. Je suis là pour ça. Perfect. Hey, merci à tout le monde. Yes. Et on se voit au prochain épisode. Yes. Let's Ciao. go. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.